Bonjour à tous, bienvenue au webinaire sur le statut juridique. Je me présente, donc je suis Julie Hervy, conseillère d'entreprise et référente du pôle création à la Chambre de commerce Bordeaux-Gironde. Notre webinaire aujourd'hui s'intitule « Quel statut juridique est le plus adapté à mon projet ?» Il faut savoir qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais statut. Vous ne ferez jamais un mauvais choix dans l'absolu ou un bon choix dans l'absolu. La question du statut juridique est de savoir en fait lequel est adapté à vous, votre situation personnelle, la situation de votre entreprise et non pas ce que vous a dit votre cousin, votre ami, votre frère entrepreneur. Donc il faut vraiment pouvoir se focaliser d'abord sur soi, ses propres critères avant de pouvoir analyser les différentes formes juridiques. C'est pourquoi, pour ce webinaire sur le statut juridique le plus adapté, on va d'abord se focaliser sur les bonnes questions, les questions qu'il faut se poser. Je ne vais pas vous expliquer en long, en large et en travers les différentes formes juridiques, mais plutôt vous dire quelles sont les questions auxquelles vous devez répondre en préambule pour pouvoir finalement ensuite être orienté correctement sur le choix de votre forme juridique. Donc on va parler des différentes questions importantes. Évidemment, la question de la protection financière, donc la protection du patrimoine personnel en cas de difficulté et de faillite d'entreprise. Je parle que de choses très sympas quand on fait ce webinaire, vous allez voir. Et puis la question de la protection sociale, puisqu'en fonction des formes juridiques, on n'a pas évidemment la même protection sociale, même s'il y en a toujours une. L'idée est de pouvoir répondre à ces questions de manière ensuite à pouvoir vous orienter vers les bons interlocuteurs qui pourront finaliser, j'allais dire, l'orientation vers la bonne forme juridique. Alors, quel statut d'entreprise est fait pour vous? La toute première question, c'est est-ce que je crée seul ou est-ce que nous sommes plusieurs associés? Si je crée seul, toutes les options s'offrent à moi. Quand je dis toutes les options, ça veut dire que je peux créer une entreprise individuelle, qu'elle soit en micro-entrepreneur égale auto-entrepreneur, ou qu'elle soit au régime réel, mais je peux aussi créer une société, puisqu'on peut créer des sociétés unipersonnelles. Avant de rentrer dans le détail du coup de ces différentes formes d'entreprise, je voulais faire un point avec vous sur la création autrement. On peut aussi se dire, je démarre mon activité, je suis peut-être dans une phase, j'allais dire, de test de mon marché. Et à ce titre, je me dis, je ne vais peut-être pas créer tout de suite une entreprise, mais peut-être bénéficier d'un statut intermédiaire. Je pense par exemple aux couveuses, où finalement le principe est simple, c'est que vous allez pouvoir utiliser le numéro SIRET de la couveuse, de la structure qui vous couve, de manière à pouvoir tester pour de vrai, grandeur nature, votre activité, tout en ne prenant pas le risque qu'on va évoquer de créer votre forme juridique. Donc ça peut être une option, alors ce n'est pas une option définitive, c'est bien sûr l'idée d'une phase intermédiaire pour 1 an, de manière à pouvoir tester son marché avant de créer sa forme juridique complète, définitive je devrais dire. Il y a aussi le portage salarial qui peut être une option dans cette création d'entreprise autrement, ainsi que les coopératives d'activité et d'emploi. Je vais désormais me focaliser sur la question des formes individuelles, des formes juridiques d'entreprise, quand on est un seul chef d'entreprise, un seul associé. Alors parmi les questions que l'on peut se poser, l'une d'entre elles, c'est de se dire, est-ce que je suis prêt, est-ce que j'ai envie de gérer de manière importante la partie administrative et financière de mon entreprise. Pour le dire autrement, est-ce que la gestion de la paperasse, c'est un critère déterminant pour moi ou pas? Si vraiment c'est un critère déterminant, c'est de se dire non, vraiment je veux choisir la forme juridique la plus simple possible, simple en termes d'administratif et simple aussi en termes de gestion de trésorerie. Alors on va plutôt s'orienter vers de l'entreprise individuelle que de la société. Question d'après, c'est de se dire, je m'oriente du coup plutôt vers l'entreprise individuelle si vraiment je suis moins à l'aise sur cette partie formalisme administratif. Question suivante, c'est de se dire, quel est mon objectif de chiffre d'affaires? Quelle est ma taille d'entreprise envisagée? Si elle est relativement petite, c'est-à-dire un chiffre d'affaires inférieur à 72 600 quand je fais de la prestation de service, donc je vends vraiment mes services, ou 176 200 quand je vends des produits, de l'achat-revente, à ce moment-là, si j'ai un chiffre d'affaires inférieur à ces plafonds, on peut tout à fait envisager de s'orienter plutôt vers de la micro.
Donc de la micro-entreprise égale micro-entrepreneur égale auto-entrepreneur. Dans tous les termes que vous pouvez trouver, tout ça aujourd'hui est totalement synonyme. Donc on peut se dire déjà, tiens, premier critère, mon montant de chiffre d'affaires pourrait m'orienter davantage vers la micro, même si j'ai le droit d'être en entreprise individuelle au réel en ayant un chiffre d'affaires inférieur au plafond que je vous ai indiqué. Donc la question d'après, c'est de se dire, dans mon business model, est-ce que j'ai beaucoup d'investissements de départ? Et est-ce que je vais avoir beaucoup de charges de fonctionnement? Quand je dis charges de fonctionnement, je n'entends pas les charges sociales. Ça font partie des éléments, mais j'entends surtout les charges externes, c'est-à-dire est-ce que j'ai un loyer, est-ce que j'ai une assurance importante, est-ce que j'ai des frais de déplacement importants, est-ce que j'ai des frais de mission-réception importants, est-ce que j'ai des services bancaires conséquents, est-ce que j'ai de la commission carte bleue conséquente, est-ce que j'ai des frais publicitaires importants, est-ce que j'ai des salariés dans mon projet. Si j'ai beaucoup de charges de fonctionnement, il ne serait pas pertinent pour moi de partir en micro-entreprise, micro-entrepreneur, parce que le mode de calcul des cotisations sociales ne va pas être basé sur mon bénéfice réel, c'est-à-dire que toutes les dépenses que je viens d'évoquer, elles ne sont pas déductibles, mais ça va être basé sur mon chiffre d'affaires ou sur un bénéfice estimé qui va être mon chiffre d'affaires moins un abattement. Donc pour le dire autrement, quand on est micro-entrepreneur, les impôts ainsi que les cotisations sociales, l'État et l'URSSAF n'en ont rien à faire du montant de vos charges réelles. Donc, il va être intéressant d'être micro-entrepreneur si on a peu de charges de fonctionnement. Si on en a beaucoup de charges de fonctionnement, on risque tout simplement de payer plus de cotisations sociales et d'impôts en étant micro que si on avait choisi le régime réel. J'aime bien à dire que la différence entre le régime réel et le micro-entrepreneur est finalement le même calcul d'analyse que l'on peut faire quand on déclare son impôt sur le revenu et qu'on est salarié. On se pose la question, est-ce que je vais déclarer mes frais réels parce que mon lieu de travail est très éloigné de mon domicile et donc je fais beaucoup de trajets avec ma voiture, ou est-ce que je vais plutôt prendre l'abattement des 10%? Et bien quand on habite loin de son lieu de travail, qu'on a effectivement un certain nombre de charges, on va avoir plus d'intérêt à déclarer en frais réels, ça nous coûtera moins cher en impôts de déclarer les frais réels, alors que si on prend le tram pour aller au boulot, on aura plutôt intérêt à choisir le forfait. Donc micro-réel, c'est la même logique, c'est de se dire si j'ai peu de charges, je peux m'orienter vers le micro-entrepreneur, si j'ai beaucoup de charges de fonctionnement, c'est pas très malin, j'allais dire, de s'orienter vers le micro, parce que vous risquez de payer plus que ce que vous auriez payé sous une autre forme juridique. Autre élément important, ça va être la question de la protection du patrimoine personnel. Des questions que l'on peut se poser. Je vais y revenir plus en détail juste après. Mais sachez que quand on est en entreprise individuelle, on va cumuler, on va mélanger le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel. Donc ça veut dire que si un jour vous avez des dettes professionnelles, on pourra venir saisir vos biens personnels pour les rembourser. Donc le micro-entrepreneur, qui est une forme d'entreprise individuelle, rentre bien dans cette catégorie. Donc il peut avoir des avantages, mais pas celui d'être un statut peu risqué. Je préfère le préciser. Si vous souhaitez être en entreprise individuelle, mais néanmoins protéger autant que possible votre patrimoine, vous avez la possibilité de le faire dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui le IRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée. Je reviens maintenant sur ma toute première question où je disais, est-ce que vous êtes prêt à gérer l'aspect un peu formalisme, administratif de l'entreprise? Si la réponse est oui, que ce côté gestion d'entreprise, gestion financière ne vous effraie pas, si j'ose dire, alors on peut tout à fait envisager plutôt une création de société. Mais il y a d'autres critères pour envisager une création de société. Il y a notamment le critère de l'importance des bénéfices. Donc, d'où l'importance d'avoir pu poser vos chiffres sous une forme de prévisionnel, même si ce n'est pas une réalité, mais bien une prévision, néanmoins d'avoir pu poser les grandes masses. Si vous faites un montant de bénéfices important, il peut être beaucoup plus avantageux pour vous de monter une société pour être à l'impôt sur les sociétés, qui vous coûterait moins cher que d'être à l'impôt sur le revenu, ce qui serait le cas des formes d'entreprise individuelles. Parce que l'impôt sur le revenu, le barème qui s'applique, c'est le même barème que quand on est salarié. Et comme vous le savez, il y a différentes tranches. Donc, premier 10 000 €, on ne paye pas d'impôt. Deuxième tranche, 11%. Troisième tranche, 30%.
quatrième tranche 41% et au-delà 45%. Alors que quand on est à l'impôt sur les sociétés, le taux d'imposition c'est 25% du bénéfice. Et si vous réalisez un bénéfice inférieur à 38 000, c'est même uniquement 15%. Donc vous voyez de manière un peu rapide, on va comparer le 25% à la tranche dans laquelle vous êtes à l'impôt sur le revenu. Si vous êtes sur une petite tranche, parce que vous avez relativement peu de revenus, ce sera plus intéressant d'être à l'impôt sur le revenu et donc de rester en entreprise individuelle. Si par contre vous faites un bénéfice plus important et que vous vous retrouveriez à être taxé à l'impôt sur le revenu sur des tranches à 40%, alors il vaut mieux avoir choisi la société pour pouvoir être à l'impôt sur les sociétés sur une taxation uniquement, si j'ose dire, à 25%. Si vous souhaitez, dans les autres critères, bénéficier de capitaux extérieurs, c'est-à-dire de faire rentrer finalement une nouvelle manne financière dans l'entreprise, alors c'est la forme de la société qui sera le plus adaptée puisque vous allez faire rentrer de nouveaux associés. Enfin, si vous souhaitez bénéficier de la protection sociale des assimilés salariés, je reviendrai plus en détail sur la troisième partie du webinaire, alors il y a une forme de société qui vous est plus spécifique, plus dédiée, qui est la SASU, Société par action simplifiée unipersonnelle. Si désormais je m'adresse à des personnes qui sont plusieurs, vous êtes plusieurs à vouloir monter une entreprise, alors là vous avez moins de choix. Tout ce qui est entreprise individuelle, comme son nom l'indique, vous est exclu, puisque vous êtes plusieurs personnes, vous allez vous associer pour créer une entreprise. Vous n'allez donc pas créer une entreprise, mais bien une société. Les différentes sociétés qui existent, vous les avez là sur le PowerPoint. On va avoir la SA pour Société Anonyme, la SNC, la SAS ou la SASU et le URL ou la SARL. Si vous avez un minimum d'apport d'au moins 37 000 € et que vous avez vraiment envie d'aller séduire les investisseurs, un projet du coup assez important dès le départ, alors je vous invite à monter une SA, Société Anonyme, qui va vous permettre effectivement d'avoir une image de marque, j'allais dire, liée à votre entreprise, qui va être plus forte et qui va vous permettre davantage d'aller capter des investisseurs. Si vous êtes dans ce cas très spécifique et assez rare, de vouloir créer une société avec des personnes, j'allais dire vraiment de grande confiance, vous pourriez créer une SNC. J'aime à dire que la SNC, si on n'est pas obligé de la faire, on ne la fait pas. Parce que la SNC, c'est le statut obligatoire quand on est buraliste. Donc si vous avez un projet de bureau de tabac et que vous êtes plusieurs, vous n'aurez pas le choix, c'est la SNC. Mais sinon, la SNC, c'est une structure juridique qui va cumuler les inconvénients de l'entreprise individuelle et les inconvénients de la société. Donc vraiment, si on n'est pas obligé, on ne le fait pas. Il va nous rester finalement en forme juridique plus classique, j'allais dire, sur des projets de départ qui ne sont pas forcément avec un minimum de capital à 37 000, la SARL et la SAS. La différence entre SARL et EURL, ou la différence entre SAS et SASU, c'est que dès que vous voyez un U, ça veut dire unipersonnel, un seul associé. Quand on a du coup plusieurs associés, ce sera SARL ou SAS. La principale différence entre la SARL et la SAS, c'est fondamentalement le statut social du dirigeant, c'est-à-dire la caisse de sécurité sociale à laquelle vous cotisez et la protection sociale qui est associée et le coût qui y est associé. Quand vous êtes en SARL et que vous êtes un gérant majoritaire de société, de la SARL, vous allez être sous un statut qu'on appelle de travailleurs non salariés. Les travailleurs non salariés vont avoir une protection sociale un petit peu moins avantageuse que celle des assimilés salariés, mais aussi pour un coût moindre. A contrario, la SAS permettra d'avoir une meilleure protection sociale parce que vous aurez un statut dit d'assimilé salarié, mais attention, on le paye, les cotisations sociales sont donc plus importantes en SAS qu'en SARL. Sur le critère de la protection financière, donc la protection du patrimoine, je vais rentrer dans le détail finalement de ce qui se passe en cas de faillite d'entreprise. Donc je suis désolée, encore une fois, quand on parle des statuts juridiques, on ne parle pas que de choses positives, mais justement l'idée est de pouvoir se dire, anticipons le pire. Si le pire se passe, alors qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est vraiment cette question-là. En fonction de la forme juridique choisie, vous n'engagez pas de la même manière vos apports personnels, c'est-à-dire que vous n'engagez pas de la même manière votre patrimoine personnel. Si vous êtes en entreprise individuelle,
concrètement, vous et l'entreprise, vous êtes une seule et même personne, une seule et même entité juridique. Alors que si, à contrario, vous aviez décidé de créer une société, vous allez créer une deuxième entité juridique. Il y a vous en tant que personne physique et je dirais que, assis sur ce canapé, il y a ma société en tant que personne morale. On est donc bien deux personnes. Si j'ai créé une entreprise individuelle, le patrimoine de l'entreprise et le mien, c'est un seul et même bloc. Ça va être très simple pour les huissiers. Si jamais il y a des dettes, ils vont aller chercher des dettes professionnelles, ils peuvent aller chercher mes biens personnels et réciproquement, attention. En revanche, si j'ai créé une société, puisqu'on est deux personnes distinctes, la personne morale qui est la société et moi-même la personne physique, alors on a deux patrimoines distincts. Il n'y a pas de confusion entre nos patrimoines. Si la société a des dettes, c'est bien le patrimoine de la société qui sera vendu pour rembourser les dettes de la société. Alors, bien sûr, il y a des petits ponts entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel, même dans le cadre d'une société, sur lesquels je vais revenir, mais c'est quand même cette idée que la société est une forme plus protectrice de votre patrimoine personnel que l'entreprise individuelle. Alors, le principe des petits ponts, j'allais dire, entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel quand on est en société. Le premier petit pont, c'est si vous avez demandé un prêt bancaire. Quand vous demandez un prêt à la banque va vous dire je veux bien vous accorder un crédit, mais en fait, c'est pas à vous, personne physique, qu'elle accorde un crédit. C'est à la société, personne morale assise à côté de moi. Et finalement, la banque dit Madame la société, je veux bien vous prêter de l'argent, pas de problème, mais à condition que Madame la gérante se porte caution personnelle. Se porter caution personnelle, ça veut dire que vous signez un papier qui dit si la société ne rembourse pas le crédit, je m'engage moi à le faire sur la base de mes biens personnels. Et à ce moment-là, vous mettez en jeu l'ensemble de votre patrimoine personnel, y compris l'immobilier. Puisque, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la banque va vous demander une fiche de patrimoine, va vous demander qu'est-ce que vous avez comme patrimoine, donc ça je vais voir un peu si je vous prête ou pas. Donc vous allez avoir un enjeu de mise en cause, de mise en jeu de votre patrimoine personnel par le biais de l'emprunt bancaire, quelle que soit la forme juridique, que vous soyez pour le coup en société ou en entreprise individuelle. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas envisager d'avoir une absence totale de caution personnelle sur un prêt bancaire. C'est très rare, ça peut arriver, mais c'est rare. Ça va dépendre aussi du montant, évidemment, de l'emprunt bancaire. Le but du jeu, c'est plutôt de limiter la caution personnelle. C'est qu'au lieu d'être caution personnelle sur 100% de votre prêt bancaire, l'idée est que vous puissiez être caution personnelle peut-être sur uniquement, j'allais dire, 50%. Pour être caution perso sur uniquement 50%, il faut qu'il y ait une autre forme de caution qui ait été contractée pour la banque, puisque la banque ne va pas s'asseoir, j'allais dire, sur sa garantie. La banque va vous demander, en fait, à ce que vous preniez une forme d'assurance. En fait, ça va être une garantie, un cautionnement. Vous allez vous adresser à des structures spécialisées, comme, pour donner quelques exemples, BPI, Socama ou la CIAJ, qui vont être des fonds de garantie. Vous allez payer, du coup, une caution, une garantie, auprès de cette structure, de manière à ce qu'elle se porte caution sur X% du prêt. Comme ça, vous ne serez caution que, si j'ose dire, sur le restant. Donc, une manière finalement de protéger son patrimoine personnel, ce n'est pas que la forme juridique, mais c'est aussi de pouvoir prendre des garanties bancaires qui limitent la demande de caution personnelle. Autre élément très important dans la question de la protection du patrimoine, c'est le régime matrimonial. Donc là, évidemment, c'est une question qui n'est pas liée à l'entreprise, mais qui est bien liée à votre situation personnelle. C'est de se dire que, alors si vous n'êtes pas marié et que vous envisagez de vous marier, tous les conseils vous diront séparation de biens. Il sera toujours plus prudent d'être sur un contrat de séparation de biens sur son régime matrimonial. Bien sûr, cela nécessite des échanges privés sur lesquels je ne m'étends pas. Mais c'est quand même vraiment le vrai conseil qui va être donné aux entrepreneurs. La séparation de biens est importante parce qu'en fait, quand je vous dis depuis tout à l'heure, vous mettez en jeu votre patrimoine personnel, la question c'est, mais le patrimoine de qui? Parce que si vous êtes célibataire ou en concubinage, pas de problème, c'est votre patrimoine à vous et rien qu'à vous. Si en revanche vous êtes marié et marié sous la communauté des biens, alors c'est bien le patrimoine commun que l'on va mettre en jeu. Donc
attention à la question du régime matrimonial, elle peut intervenir de manière forte sur la question de la protection du patrimoine puisqu'elle définit les contours en fait du patrimoine personnel qui est mis en jeu. Sur le régime matrimonial, je fais juste une petite parenthèse. On a tendance à toujours se poser la question sur les statuts juridiques de qu'est-ce qui se passe en cas de faillite sur mon patrimoine personnel. Mais c'est aussi important de voir la question dans l'autre sens. Donc, pardon, nouveau sujet très sympathique que j'aborde avec vous, c'est si je suis mariée sur la communauté de biens, qu'est-ce qui se passe en cas de divorce? Et de quelle manière le divorce peut impacter ma société? C'est un vrai sujet. C'est aussi la raison pour laquelle la séparation de biens est le conseil donné. Voici donc pour les éléments essentiels sur la question de la protection financière. Autre critère très important quand on fait son choix de statut juridique, c'est la question de la protection sociale. Moi, je reçois des entrepreneurs qui me disent « je souhaite, pour X raisons, avoir la meilleure protection sociale possible ». Par exemple, je suis en fin de carrière, je me mets consultant indépendant à mon compte, mais ça fait déjà 35 ans que j'ai cotisé au régime général en cadre. J'ai envie de continuer pour mes dernières années, évidemment, à avoir une meilleure protection sociale et un meilleur taux de cotisation. A contrario, je peux avoir des gens qui viennent me voir en disant j'ai 22 ans, la protection sociale, je me rends pas compte de ce que c'est et je suis pas sûre d'avoir une retraite quand je serai plus âgée. Je voudrais surtout un statut où j'optimise mon coût de protection sociale. Donc on a chacun finalement un rapport à la protection sociale qui est très personnel. C'est pour ça que je vous disais en préambule, il faut bien définir vous quels sont vos critères. Parce que voilà, il n'y a pas de jugement à avoir. Certains vont vouloir vraiment mettre le paquet sur la protection sociale, d'autres vont faire d'autres choix sur cette protection. Chacun finalement doit choisir le statut juridique qui correspond à son choix de départ. Donc il faut réfléchir par rapport à la protection sociale, est-ce que j'ai une problématique particulière, notamment une problématique de santé? Est-ce que je suis proche de la retraite? Ça c'est des critères, c'est des questions qu'il faut se poser. Quand je parle de protection sociale, je parle de prestations sociales dans le cadre de problématiques de santé, dans le cadre de la retraite, dans le cadre des prestations liées à la famille. Il n'y a pas noté chômage volontairement, puisque aucun statut de chef d'entreprise ne permet de cotiser, de pouvoir bénéficier au chômage en suivant. Même le statut des assimilés salariés, justement le terme assimilé c'est pour dire pas de droit au chômage. Je referme la parenthèse liée au chômage. Sur la protection sociale, on fait donc la distinction entre les formes juridiques qui vont vous permettre en tant qu'entrepreneur d'avoir un statut dit de travailleur non salarié, TNS pour son petit acronyme. Donc on est travailleur non salarié quand on est entrepreneur individuel au régime réel, quand on est micro-entrepreneur, c'est aussi une forme de travailleur non salarié, quand on est en gérant de la SNC, gérant majoritaire de SARL et gérant de URL. Quand vous êtes sur ce statut de travailleur non salarié, sans rentrer dans le détail des taux de cotisation sociale qui vont différer selon chacune de ces catégories, vous allez globalement payer moins de cotisation sociale que si vous avez fait le choix d'être assimilé salarié. Pour vous donner quand même un comparatif, j'allais dire SARL, SAS, pour se donner quand même au moins ce grand chiffre-là, quand vous êtes en SARL, les cotisations sociales vont vous coûter environ 50% de la rémunération nette que vous voulez vous verser. Donc concrètement, si ce mois-ci vous voulez vous sortir 1 000 € de rémunération nette, il faudra que votre entreprise ait 1 500 € de disponible parce qu'il y aura 500 € à verser à l'URSSAF au titre des cotisations sociales. A contrario, si vous faites le choix d'être un assimilé salarié, alors soit parce que vous êtes en SA, en SAS ou que vous êtes gérant minoritaire d'une SARL, quand vous êtes assimilé salarié, vous allez payer des cotisations sociales à hauteur de 80% du salaire net. Finalement, comme un salarié lambda. Le salarié lambda ne se rend pas toujours compte sur sa fiche de paye qu'il y a et les cotisations sociales salariales et les patronales. Quand on ramène tout ça en pourcentage du net, on est environ à 80%. Donc dans mon comparatif, si je suis président d'une SAS et que je veux donc me sortir une rémunération de 1 000 € net, je vais devoir avoir en disponibilité dans ma société 1 800 €, puisque je vais devoir donner 800 € à l'URSSAF pour me verser 1 000 € net.
Pour vous faire le rappel, c'est un peu comme quand vos ex-patrons, vos ex-employeurs vous disaient « Non, c'est compliqué pour moi vraiment de vous donner une augmentation parce que vous savez, vous me coûtez quand même le double de ce que je vous paye. » Le double, ça aurait été 100%. Là, on est à 80%. Le fait de payer davantage de cotisations sociales en assimilé salarié plutôt qu'en travailleur non salarié, dans mon exemple en SAS plutôt qu'en SARL, c'est pas inutile. C'est parce que ça va vous donner une meilleure protection sociale sous le statut d'assimilé salarié que sous le statut de travailleur non salarié. En 2 mots, ce qui va être grosso modo identique, ça va être la santé et la partie famille. Ce qui va en fait être différent, c'est la retraite. Puisque quand vous êtes un travailleur non salarié, notamment en SARL, vous allez cotiser comme l'équivalent d'un salarié non cadre. Alors que quand vous êtes en assimilé salarié, vous allez cotiser à la retraite comme un équivalent de salarié cadre. D'où le fait que vous cotisez davantage, que ça vous coûte plus cher, mais que ça vous permettra une complémentaire qui sera plus importante au moment où vous prendrez votre retraite. C'est la principale différence de protection sociale entre les deux. Il y en a d'autres, notamment sur l'aspect indemnité journalière, invalidité d'essai et formation, où ça va être plus généreux, j'allais dire, quand on est en assimilé salarié, plutôt que quand on est en travailleur non salarié. Et du coup, vous avez de fait beaucoup de travailleurs non salariés qui prennent une complémentaire, vont souscrire à des contrats d'assurance complémentaires pour compléter finalement cette protection sociale de base qui est finalement un peu juste. En 2 mots, on dit souvent que l'assimilé salarié, c'est la protection sociale all-inclusive, alors que quand vous êtes en travailleur non salarié, eh bien, ça va être une protection sociale à la carte. Vous avez votre forfait de base et puis vous allez pouvoir rajouter avec les mutuelles, avec les complémentaires, ce qu'il vous est le plus important de pouvoir protéger sur la dimension sociale. Ce que je vous invite à faire sur cette fin de webinaire, donc évidemment à la Chambre de commerce, on peut vous accompagner sur la finalisation du choix de votre forme juridique, vous coacher individuellement, vous aider sur la partie business plan. En conclusion de ce webinaire et peut-être, j'allais dire, en préambule d'un rendez-vous, que ce soit avec des conseillers Chambre de commerce, experts comptables, Chambre de métier, toutes les chambres consulaires ou tous les partenaires, l'idée sur le statut juridique, c'est que vous puissiez faire ce petit exercice qui va être de hiérarchiser vos critères. Pour que, quand vous allez voir votre conseiller, quel qu'il soit, encore une fois, vous puissiez finalement lui dire pour moi, le plus important, c'est ça, ça, ça et ça. Et ça va nous orienter déjà vers certaines formes juridiques ou complètement enlever du choix des possibles certaines autres. Donc, premier critère, est-ce qu'il est déterminant pour vous ou pas? Protection du patrimoine personnel en cas de faillite. Deuxième critère, est-ce que, souvent on me pose l'action comme ça d'ailleurs, je voudrais la forme juridique qui va me coûter le moins cher possible en cotisation sociale et en impôts. Est-ce que ce critère-là d'optimisation fiscale et sociale, il est numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4? Autre critère, la protection sociale. Est-ce que vous souhaitez ou pas avoir la protection sociale la plus importante ou est-ce que pour vous c'est un critère qui est moins important que ceux que j'ai pu évoquer avant? Et enfin, j'ajouterai la facilité de gestion. Facilité de gestion administrative, facilité de gestion de trésorerie. Est-ce que ce critère-là, il est déterminant ou accessoire par rapport aux autres critères que j'ai pu vous évoquer? Voilà, je vous invite donc à faire ce petit exercice de fin de webinaire pour pouvoir hiérarchiser vos critères dans le but de choisir le statut juridique le plus adapté à votre projet. Puisqu'encore une fois, comme je disais au début, il n'y a pas de bon ou de mauvais statut. Il n'y a que des statuts adaptés ou inadaptés à votre situation et à vos choix. Donc, déterminez bien vos choix pour qu'on puisse correctement vous conseiller en suivant. Merci de votre attention pour ce webinaire. Je vous souhaite une bonne création d'entreprise. Au revoir.